vais me faire son porte-voix car elle a souhaité apporter son regard sur notre thème de réflexion du jour. Quelle liberté quand décline l'autonomie ? Ma maladie neurodégénérative m'accompagne depuis mes 10 ans, et évolue sur tous les plans moteurs du corps humain. Elle s'est tout d'abord attaquée à la locomotion, puis à l'écriture manuelle, d'une manière générale à la précision du geste pour les membres supérieurs, et ce n'est que récemment, il y a environ une quinzaine d'années, que l'élocution a commencé elle aussi à se dégrader progressivement, ce qui n'ajoutait pas simplement aux difficultés du moment, mais les décuplait en réalité, même si c'est sans doute la partie a priori la plus invisible de mon handicap. Et pourtant, même engoncé dans toutes ces contraintes qui se sont accumulées au fil du temps, cette liberté qui m'était indispensable pour continuer et avancer dans mes projets, je l'ai fait croître à tel point que paradoxalement, je n'ai peut-être jamais été plus libre que maintenant. Car l'autonomie ne peut pas vraiment décliner. L'autonomie, c'est la capacité à gérer ses dépendances. L'autonomie, ça ne veut pas dire qu'on fait seul, au contraire, il y a des binômes quasi intouchables, comme si la réunion de ces deux singularités dans toutes leurs fragilités respectives devenait, contre toute attente, une force à toute épreuve. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de nombreux pays, on voit l'espérance de vie qui est en train de baisser. On a de la chance de vieillir en bonne santé, mais pour vieillir en bonne santé, il faut avoir souvent été un enfant, un adulte en bonne santé également, et puis avoir été dans des programmes de prévention, de promotion de la santé, etc., pour essayer de vieillir le plus longtemps possible en autonomie. Et souvent, parce que c'est la demande actuelle, on le sait, et tout le monde le sait, c'est le virage domiciliaire qui est là bien présent. Tout le monde a envie, tous les sondages le montrent, et ça a bien changé, en moins d'une génération ça a changé. On a envie de rester le plus longtemps possible chez soi, à domicile. Pour rester à domicile, il faut adapter son domicile. Déjà, pour vous dire que mon père, il nous a dit à propos de Neup. Avant, c'était une ancienne clinique Brunsecourt. C'est là que j'ai été né. C'est là que j'ai commencé à travailler, et c'est maintenant où je vis. Pour moi, c'est une vraie histoire de famille. Ensuite, je vais au travail tout seul jusqu'à l'arrêt du bus. À pied, j'ai 10 minutes à pied pour aller à l'arrêt du bus. Après, j'ai 10 minutes de route pour aller au travail. J'y vais tout seul en toute autonomie. Je gère mes activités, mes rendez-vous. Je gère mes courriers. Je check mes mails. Tout seul, je travaille tout seul à l'ordinateur. Donc, le matin, je travaille à l'hôpital privé. Après-midi, je me consacre à mon rôle de conseillère municipale. J'arrive à gérer les deux. Je pense à une phrase de Goethe qui dit « Traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils pourraient être et vous les aiderez à devenir ce qu'ils sont capables d'être. » Et je pense qu'on construit et on accélère cette construction justement en félicitant, en accompagnant de manière très positive la personne. Parce que moi, quel que soit le handicap, je pense que chez une personne, il y a toujours quelque chose à aller tirer de bon. Et quand on tire cette ficelle, ça permet à la personne de progresser et d'avancer dans son quotidien. Et je pense que ça doit être une règle. C'est-à-dire que, au-delà de ce qu'on peut nous dire ou nous annoncer, ou de l'image qu'on nous impose parfois d'une personne, il faut aller chercher derrière ce qu'il y a de positif et ce qu'on peut tirer de positif pour aider la personne justement à s'épanouir et à se construire. Ça passe par plusieurs choses, déjà de l'écoute, de la compréhension, et c'est surtout par des petits choix, parfois anodins, le choix des vêtements, le choix de la façon dont la toilette va être faite, le choix du repas. C'est anodin à notre échelle, mais très loin d'être anodin à la leur. Voilà, c'est ça. Pour nous, en fait, ça paraît normal, c'est des choses qu'on fait tous les jours, mais pour des personnes qui sont en perte d'autonomie, ça reste des choses importantes et primordiales. Nathalie, elle passe par où la liberté des résidents alors, dans quelques mots? Elle passe par l'implication des collègues aussi, par une posture, par un savoir-faire, un savoir-être, une écoute, ça passe par plein de choses comme ça. Et l'approche Montessori, c'est sympa aussi. Visiblement, ça marche. Voilà. On peut passer d'une vie vivable avec ses satisfactions à une vie totalement invivable, insupportable. Et c'est cette bascule qui tient essentiellement au filet que l'accompagnement constitue autour de nous. Il y a quelque chose qui n'est pas spécifique à la personne malade ou handicapée, et c'est du simple fait que nous sommes vivants. On entend aussi d'autres échos philosophiques qu'on connaît, notamment chez Canguilhem. Il y a quelque chose de cet ordre, en fait, du milieu dans lequel
lequel on est et qui nous porte, et au contraire, qui est restreint par ses paroles, par ses actions, par la qualité des relations, qui peut restreindre le champ des possibles, le répertoire des possibles qu'on évoquait juste avant. La vie se faufile, étonnamment, là où on ne l'attendait pas, où on ne l'attendait plus. Parfois, peut-être ça va vous sembler étrange, je constate que des gens sont incroyablement vivants quand il s'agit d'organiser leurs obsèques. Moi, ça m'arrive très souvent. J'accompagne des gens qui gagnent un étrange supplément de vie et de vitalité quand ils me parlent de ce qu'ils souhaitent, de l'organisation, de la cérémonie, qui leur donne un excédent de vie dans ces moments-là. Je sais que ça peut sembler étrange. C'est un message qui s'adresse à nous tous qui allons un jour mourir, mais aussi à tous ceux qui accompagnent, comme vous au quotidien, ceux qui meurent ou ceux qui souffrent ou ceux qui font des deuils d'une manière ou d'une autre, des soignants, des cadres, des leaders religieux, des proches, des familles. Et c'est un message essentiel que celui-là est même vital à offrir, je crois, aux familles. Il faut les inviter à ne pas percevoir simplement le morbide de la situation, mais tous la façon dont la vie peut encore s'immiscer dans ces moments. Je disais, c'est une entreprise qui a la confiance de ceux qu'elle accueille, c'est une entreprise qui a la confiance de son personnel, c'est une entreprise qui a aussi également, et je me réjouis de la présence, mais je ne le vois plus d'ailleurs, qui a la confiance des pouvoirs publics, parce que c'est quelque chose qui est excessivement important pour nous. Je ne le voyais plus, excuse-moi. Et voilà. Nous sommes des exécutants, entre guillemets, des politiques publiques, et nous avons vraiment conçu à partager vie notre rôle comme s'inscrivant, comment dire, de façon positive, constructive dans les politiques publiques. Et d'ailleurs, nous n'avons jamais eu de difficultés particulières avec les collègues et ainsi de suite.